Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur KAG Code. Alors aujourd'hui on va parler comme dans 90% du temps de Kubernetes. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans Kubernetes? Donc on va dire que vous avez déjà assimilé les bases sur Kubernetes, vous travaillez au quotidiennement sur Kubernetes, vous avez assimilé les concepts de pod, deployment, stateful set, vous pouvez vous connecter sur des nœuds, vous pouvez diagnostiquer des problèmes, etc. Donc c'est très bien, voilà. Donc on va faire une vidéo que, voilà, c'est pas une suite du tutoriel, on va dire c'est un hors-série. Ça fait quand même partie de la formation sur Kubernetes. Mais dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais vous donner quelques astuces, quelques commandes qui sont très utilisées dans Kubernetes, que vous ne connaissez sans doute pas, et qui va vous permettre de gagner du temps. Donc en gros, je les surnommé les 15 commandes un peu secrètes qui peuvent vous faire gagner un temps fou sur Kubernetes. Donc dans cette vidéo-ci, on va principalement se focus sur des commandes que je vais exécuter. Et vous allez voir le résultat en fait. Je vais vous expliquer ce que ça fait et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de connaître ça parce que ça peut vous faire gagner un temps fou. Voilà. Donc la vidéo sera probablement découpée en deux ou une trois parties, ça je sais pas encore puisque je suis en train de tourner et on verra à la fin ce que ça donne. Donc c'est parti pour cette vidéo des 15 astuces à savoir sur Kubernetes. What if you could assess skills, train teams, or teach without ever wasting time designing exams and grading? With EasyQuiz.ai, AI generates precise assessments for you in just seconds. You know how it is. Hours lost searching for questions, formatting tests, or grading papers. Even worse, misjudgments, unconscious biases, or hiring delays. EasyQuiz.ai automates it all. Generate a technical quiz, a training exam, or a recruitment test with just one click. Customize difficulty levels, question formats, or time limits. Analyze results in real time and spot top talent at a glance. Education, recruitment, and training just leveled up. Watch this. Choose a topic, like Python for beginners, and let AI do the work. In 10 seconds, your quiz is ready. Answers are graded instantly. Identify strengths and weaknesses without wasting a minute. Take Amelie, a trainer. She used to spend 3 hours creating a test and nearly 4 hours grading it. Now, 10 minutes max. Join the professionals already using EasyQuiz.ai. Try it for free today and rediscover the joy of effortless assessment. Alors c'est parti pour la première commande et tout. Donc ici on va essayer de voir, de pouvoir analyser pourquoi le pod souvent sont en pending, pourquoi les pods sont en crash Lubacock, pourquoi est-ce qu'ils ont des problèmes. Donc pour ça je vais me connecter sur un pod sur lequel je sais qu'il y a un souci. Donc je vais aller dans le namespace Tokyo. Donc Tokyo c'est une petite appli qu'on a en interne qui permet de gérer des tokens qu'on attribue à notre client sur nos applis. Donc là si je fais kubectl get pod. Donc là je vois que j'ai mon pod qui sont là, j'ai mon front-end, j'ai mon back-end. Donc j'ai un pod qui est en erreur. Mais c'est pas très grave parce qu'il y a un nouveau qui a été créé en fait. Voilà. Donc maintenant, si je veux savoir pourquoi est-ce que ce pod-là, il est en erreur, diagnostiquer ce qui fait le problème, je vais vous présenter deux méthodes. Et je vais vous présenter ensuite celle que moi j'utilise très souvent. Donc la première méthode, c'est de faire un kubectl, describe, pod. Vous donnez le nom de votre pod là. Hop. Je ne précise pas le namespace parce que moi, je préfère souvent travailler directement avec namespace. C'est pour ça que j'ai fait un kubernetes Tokyo. Si je n'avais pas fait kubernetes Tokyo, j'aurais dû faire la commande -n Tokyo. Ça aussi, ça marche. Mais comme je suis dans le namespace, et ça me fait gagner quelques secondes en fait. Donc là, en faisant le describe et tout, il va me dire ce qui se passe. Donc il me dit que le node, il y a la raison. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème? C'est qu'il n'y avait pas assez de ressources en fait. Node was low on resource ephemeral storage. Donc il n'y avait pas assez de ressources. C'est pour ça que le pod avait été arrêté en fait. Donc le statut il a été évicté de l'effet. Donc là ça me donne la raison pourquoi. Donc ça c'est super, c'est une commande qui est super importante quand vous avez des problèmes en fait sur vos clusters. Sur un pod qui est en pending, qui n'est pas running en fait. Parce que par défaut tous vos pods doivent être running dans votre cluster. Quand un pod n'est pas running, bah, je vous conseille d'exécuter ces commandes là pour pouvoir voir rapidement ce qui s'est passé en fait avec le describe. Et je dis que ça, il y a deux façons de faire. Donc ça c'est la façon que je fais de manière instinctive, en fait, de manière par réflexe. Mais la meilleure façon de faire pour aller encore plus loin, c'est pas la meilleure façon de faire. La meilleure, c'est celle que je vais montrer. Mais il y a une autre façon d'aller encore plus loin, c'est utiliser CanFS. Donc CanFS, vous avez présenté ça dans une des vidéos où je vous présentais les outils que j'utilise sur Kubernetes.
Donc parfois, il m'arrive d'utiliser Canefs, notamment quand ça commence à être répétitif en fait. Canefs, il a l'avantage de pouvoir vous donner l'information assez rapidement aussi. Vous pouvez aller dans le pod et voir le détail. Donc là, en allant, bon, en plus, j'ai pas dit, là, j'ai pas le détail en fait. Cette erreur là, je l'aurais. Donc, vous pouvez checker en effet, mais j'ai juste le message d'erreur là. Mais pour avoir le message exact, il fallait que le pod soit exécuté en fait. Donc, ça, vous pouvez aussi le faire avec Canefs. Ça permet d'aller vite en fait. Vous pouvez le voir des logs directement et tout ça pour vos applications. Mais là, comme le pod est tombé en erreur, j'aurais dû me connecter à ce moment-là. Mais là, c'est trop long, j'ai plus les logs en fait. Donc, ça, c'est comment est-ce que vous pouvez donc comprendre pourquoi votre spot il est stuck, pourquoi il est en pending, pourquoi il est en crash low backup. Et moi, du coup, comme je sais que ce pod là, donc en fait, ce pod là, je vois qu'il a été remplacé par un nouveau. Donc en gros, c'est un truc qui est là, mais Kubernetes a géré lui-même. Donc je vais quand même clean mon cluster, je vais le delete. Normalement, il y a un période de recyclage où Kubernetes en fait clean tout, mais je sais pas pourquoi il a laissé en erreur. Donc moi, je vais juste le nettoyer. Je vais nettoyer ça. Ça, c'est une petite parenthèse. Hein. C'est juste... il va pas me récréer un nouveau pod parce que voilà, j'ai mes deux qui sont là. Ça répond. Voilà. Donc ça, c'était la première commande super, super utile en fait. Alors, la seconde commande qui est super importante, j'aurais dû vous la présenter avant celle-là, c'est comment connaître mes pods qui ne sont pas running. Parce que oui, dans un cluster, en fait, vos pods doivent être running. S'ils ne sont pas running, c'est qu'il y a un problème, en fait. Donc, pour ça, vous pouvez faire la commande kubectl get pod grep. Vous pouvez faire comme ça, grep. Vous faites, enfin, pas grep, pas pipe, pardon, grep. Et vous faites un grep inversé, vous faites -v running. Je crois que c'est comme ça. Donc, et là, ça va vous donner les pods qui ne sont pas running. Donc, dans ce namespace là, on peut voir que j'ai tous mes pods qui sont running. Donc, tout est OK en fait. Donc, par contre, si je veux voir au niveau de mon cluster, vous faites juste un -a comme ça. Et là, ça va vous donner les droits sur tout le cluster. Bon, moi, je suis admin de mon cluster. Donc là, je peux voir que j'ai plusieurs pods qui ne sont pas running là. Vous voyez, j'ai le capro qui est invalide image name, invalide, mais ça, c'est assez explicite. Donc, c'est parce que l'image Docker, elle n'est pas la bonne sans doute. Parce que ça, c'est une nouvelle appli qu'on va mettre en prod. Donc, l'image, elle n'est pas encore bonne. Le backup, ça, c'est complete. Ça, c'est pas très grave. Donc, en gros, on peut annuler aussi les complete parce que ça, c'est des jobs. Donc, ça, c'est normal, entre guillemets. Par contre, j'ai mon MySQL qui est container statut unknown, donc ça, c'est pas normal. Et j'ai easy quick et complète. Donc, en gros, j'ai que deux erreurs qui sont justifiées, en fait. Voilà. Donc, ça vous permet de voir rapidement, en fait, les pods qui sont pas en running. Donc, moi, ce que j'ai fait en parallèle, je pourrais vous envoyer ce script-là. J'ai fait un script un peu pour mon usage perso qui me permet, moi, de savoir ce qui se passe sur mon cluster à un moment donné. Donc, ça me permet de filtrer de manière un peu plus fine, en fait. Donc là, je vois qu'il y a MySQL, ça me répond que des trucs sur MySQL sont en erreur en fait. Donc bon, ça c'est une base de données que j'ai dans le cluster où je fais mes tests, etc. Elle n'a pas besoin d'être up tout le temps. Je ne vais pas aller la débugger tout de suite. Là, mais vous voyez là, je vois que j'ai son statut qui est là. Bon, attends. On peut la débugger ensemble d'ailleurs. Donc si je fais kubectl getpod-n database-mysql. Donc parfois c'est un vieux pod en reliquat. Donc là, je vois que j'ai mon MySQL qui est bien running en fait. Donc c'est un pod qui a plus lieu d'être en fait. C'est un client. En plus, c'est un client. Donc bon, c'est pas très grave parce que j'ai mon client qui est running. C'est juste que je sais pas pour quelle raison il a pas fait le recyclage Kubernetes. Il aurait pas dû les garder au bout d'un certain temps. Mais bon, donc comme je suis là, je vais en profiter pour le delete. Donc là, je vais une fois delete ce pod là. Je donne le nom de ça. Mais ça, normalement, quand Kubernetes remplace, il doit delete parce que là, on voit qu'on a un pod qui est running et ceux-là, en fait, ils sont là, mais c'est comme des process zombies en fait. Il faudra que je check pourquoi il les garde encore parce qu'au bout d'un certain temps, il doit recycler. Mais ça, c'est un autre sujet. Et là, si je relance mon check cluster, j'ai mon cluster qui est up en fait. Donc, moi, pour vous dire vrai, ce script-là, il est schedulé quelque part sur une machine. Et tous les matins, il m'envoie une information pour me dire que si jamais il y a un cluster qui est pas up, il m'envoie un message pour me dire ah, attention, il y a un cluster qui est en erreur en fait. Bon, là, j'ai aussi sur ma machine juste par titre information. Mais j'ai une version dans laquelle, boum, je suis notifié par email ou par SMS. Bon, ça, c'est une parenthèse. D'ailleurs, si vous voulez ce script-là avec la notification par SMS ou par email, pinguez-moi, je pourrais vous l'envoyer, tout ça. Donc, ça, c'est les deuxièmes commandes sont super importantes. Donc, savoir l'état de votre cluster à un moment donné.
Alors, la troisième commande qui est super importante, ça peut être, qui est super importante, qui n'est pas très utilisée, ça peut être de savoir en fait quelles sont toutes les API sur votre cluster. Ça, c'est une question que vous êtes souvent posée parce que quand je vous présentais les conseils, il y a même pas là à chaque fois qu'il y a des API qu'il faut utiliser, etc. Donc, comment est-ce qu'on connaît toutes les API qui sont sur le cluster en fait? Donc, pour ça, c'est très simple. Enfin, c'est très simple quand on connaît. Après ça, ça sera simple pour vous. Faites juste la commande kubectl API ressources. Voilà. Ah, j'ai mal écrit API ressources. Donc là, ça va me lister toutes les API qu'il y a sur mon cluster en fait. Donc c'est ce qu'on appelle aussi les CRD, les Custom Resource Definition. Donc là, vous voyez que j'ai toutes ces ressources là en fait qui sont là. Et il ne faut pas oublier que par défaut, il y a des API qui viennent avec Kubernetes comme les services, les ingress, etc. Mais avec des outils comme Crossplane, vous êtes capable de pouvoir rajouter d'autres ressources externes. Par exemple, vous pouvez gérer vos buckets S3, vos disques, etc. directement dans Kubernetes en fait. Donc, toutes les ressources vous pouvez les gérer directement là-dedans. Donc là, pour ça, il faudrait que vous rajoutez des API externes en fait. Donc là, vous voyez, quand je vous parle des ingress, voilà les versions, etc. Donc vous, ça vous permet quand vous créez euh, vos, vos définitions de savoir exactement quelle est la version qui est sur votre cluster. Et ces API se mettent à jour en fait. Quand vous mettez à jour votre cluster en fonction de la version de votre provider, il y a des versions qui sont mises à jour, quoi. Donc parfois, vous pouvez avoir des erreurs pour vous dire que ah, la V1 n'est pas utilisée pour, par exemple, les déploiements, on voit qu'on est en app V1, etc. etc. Donc ça aussi, c'est une commande qui est super importante, que j'aime beaucoup. Moi, quand je vais travailler sur mes clusters, j'essaie tout de vérifier quelle est la version de mes clusters, notamment quand vous avez des erreurs qu'il n'arrive pas à créer. C'est toujours bien par exemple, si vous voulez créer un node, c'est toujours bien d'aller vérifier la bonne syntaxe qu'il faut, pas un node, je sais pas, un deployment, c'est tout bien de rechercher avec la version d'API, parce que selon les versions d'API, la syntaxe n'est pas la même. C'est vrai que bon, elle bouge pas non plus du tout ou rien, mais il peut y avoir des petits changements et tout ça. Notamment, par exemple, les ingress, il y a eu un changement à partir de cette version de la V1, là, ou la V1 bêta, où ça change différemment. Bref. Donc là, voilà, et ça permet vous de voir en fait toutes les ressources qu'il y a sur votre cluster à un moment donné en fait. Donc notamment, ça c'est pas mal quand vous avez deux clusters, un environnement de dev, un environnement de prod. C'est souvent bien de pouvoir faire un diff pour vous assurer en fait quelles sont les versions entre votre cluster de dev, votre cluster de production. Parce que parfois il y a des erreurs qui sont souvent très très difficiles à débugger, qui peuvent être liées au fait que des fois c'est pas la même API version qui est utilisée entre vos deux environnements. Donc cette commande-ci, kubectl API ressources va vous permettre de pouvoir voir les versions d'API de votre cluster. Voilà. La commande numéro 4 que je vais vous parler, mais en fait, c'est pas la 4 parce que c'est déjà la. Si on prend les 5 premiers, on va dire que c'est la 9. Il y a une commande qu'on en a vu pas mal dans les vidéos, mais je préfère vous la rappeler parce que c'est aussi une commande qui est super importante. C'est la commande port forward en fait. Donc là, parfois, quand vous faites kubectl get port, donc parfois vous allez avoir votre application. Pour X raison, vous n'arrivez pas à vous connecter à votre application. Donc ça peut être lié donc depuis l'extérieur en fait de votre cluster. Donc parfois pour débugger, il faut partir du plus bas au plus haut. Donc vous avez les pods, vous avez les services, vous avez les ingress, etc., etc. Donc parfois, vous pouvez avoir des problèmes réseau, vous n'arrivez pas à accéder à votre application. Pourtant, vous la voyez bien en running. Donc l'application peut être running, mais vous n'arrivez pas à accéder depuis l'extérieur. Donc pour ça, il faut utiliser la commande kubectl forward pour débugger. Donc c'est une commande que moi j'utilise pas mal pour permettre de débugger depuis l'intérieur du cluster. Donc ça crée un tunnel entre votre machine et votre cluster pour pouvoir voir exactement ce qui se passe. Donc là, il n'y a pas de filtre en fait. Il n'y a pas de firewall qui va bloquer, il n'y a pas de load balancer, il n'y a pas de truc. C'est vraiment vous attaquer en direct votre ressource. Donc on sent, on fait juste la commande kubectl port forward. Et là, vous donnez le nom de votre pod. Par exemple, moi, je vais aller sur le front-end. Et là, vous définissez le port que vous voulez en local. Donc je vais mettre 3000 en local. Et vous mettez le port que vous voulez sur votre, le port de l'application en elle-même sur votre cluster. Donc ça, c'est ma machine et ça, c'est le cluster. Et ensuite, il y a juste à lancer un navigateur. On va se lancer, on va aller sur le navigateur. Donc, je laissez-moi ouvrir un Chrome parce que j'avais pas de terminal ouvert. Hop. Donc là, je vais ouvrir comme ça. Elle est là. Hop. Et là, on va juste aller, on va taper localhost 3000. Et là, boum, j'arrive bien à mon application. Donc, mon application, elle est bien accessible en fait. Donc, mon côté OKO, il est bien accessible depuis la. Donc, s'il y a un problème, si depuis l'extérieur, j'arrive pas à accéder à mon application, c'est que ça vient pas de l'application. Donc, ça veut dire que ça vient des couches plus haut. Ça peut venir du service. Donc là, j'ai débugué au niveau du pod. Donc, je peux faire la même chose au niveau du service. Donc, je peux faire un kubectl port forward.
et vous donnez le nom de votre service. svc/Tokyo. Je mets front-end comme ça parce que je connais mon service qui s'appelle comme ça. Et là, maintenant, le port forward, en fait, il est plus mis sur le port, il est mis sur le service. Et on voit que c'est aussi accessible, en fait. Donc ça aussi, c'est une commande qui est super pratique. Pareil, je vous recommande de la garder quelque part, cette commande-là. Quand vous allez avoir vos applications qui vont arriver sur le cluster et que vous voulez commencer à les débugger, vous allez forcément avoir un moment donné le problème du si votre application, vous la voyez bien en running, mais elle ne marche pas depuis l'extérieur parce qu'il y a une couche réseau plus loin qui fait que depuis l'extérieur, votre cluster, il n'est pas accessible ou votre application n'est pas accessible. Ça vous permet d'éliminer en fait les hypothèses. En fait, ça vous permet de vérifier qu'au niveau du pod, on est OK. Au niveau du service, on est OK. Donc, si on n'est pas bon, ça peut être l'ingress, ça peut être le firewall, ça peut être bon, différentes choses en fait. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une commande super utile en fait. Alors, la dernière commande qu'on va voir, c'est parfois, quand je fais par exemple un kubectl, parfois, on aura besoin, si je fais un kubectl getPod-o-wide, comme ça, si je fais ça, il va me donner le pod, il va me donner le node sur lequel il tourne. Donc ça, c'est très bien. Mais comment est-ce que je fais la recherche inversée? Comment est-ce que je détermine tous les pods qui tournent sur ce node-là? Parce que des fois, ça peut arriver que vous avez, par exemple, si je fais un refait kubectl, je vais refaire un kubectl top node. Parfois, vous allez avoir des nodes qui sont, pour X raisons, qui ne fonctionnent pas comme ils doivent fonctionner, ou bien qui sont surchargés, ou bien qui sont problématiques. Donc moi, prenons ce node-là, où je vois que j'ai 91% de CPU qui sont utilisés. Donc si je veux analyser en détail, savoir quels sont les pods qui sont sur ces nodes-là, comment est-ce que je fais? Donc je vais vous montrer la commande qui est aussi super importante, que moi j'aime beaucoup. Ça me permet de déterminer en fait les pods qui tournent sur un node spécifique. Donc pour ça, vous faites un kubectl, get pod comme d'hab. Et là, vous pouvez faire vous faites -a, ça va glisser sur tous les namespaces. Et ensuite, on va faire un -o wide. Et là, on va grep, on va donner le nom du pod comme ça. Du node, pardon. Et là, ça va me lister en fait tous les pods qui tournent sur ce node-là. Voilà. Donc là, j'ai les informations. Je vois qu'il y a un CloudWire, il y a l'application Diaspora, il y a le EGI. Enfin, j'ai pas mal d'applications qui tournent sur ce node-là. Et ça, c'est pas mal en fait. Donc ça, c'est super intéressant. Donc ça peut potentiellement dire, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce qu'il est à 100%. Après, vous pouvez investiguer en détail sur chacun d'eux. Donc alors, je vais réduire un peu mon terminal. Tac, 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 tac. Vous n'allez plus peut-être voir grand-chose, mais ça peut permettre de... voilà, donc après, moi, je peux investiguer sur chacun d'eux pour essayer de comprendre pourquoi pourquoi ces nœuds-là sont comme ça. Ce nœud-là, il est surchargé. Quelle application qui fout la merde, en fait. Donc, ça me permet de restreindre, en fait, les zones d'attaque, ouais. Et aussi les impacts. Donc, par exemple, si ce nœud-là, j'ai envie de le détruire, de le remplacer par un autre, ça me permet de voir les applications qui seront impactées, en fait. Donc, ça aussi, c'est super important. Et d'ailleurs, comme j'utilise tellement cette commande-là, moi, j'ai développé un script en interne. J'utilise, ça s'appelle comment? Check... je sais plus comment je l'appelais. Donc, j'ai un script, en fait, qui me permet de... Ouais, c'est ça. Nodepod.sh. Ça me permet de déterminer, en fait, les nodes qui sont... les pods qui sont linkés à un nœud, en fait. Donc, pareil, si vous voulez le script, je vous enverrai ce script. Mais en fait, il fait la même chose que je vous ai montré là, en fait. C'est juste que moi, plutôt que de taper ça, j'ai juste à donner mon paramètre, le nom de mon node, et il me donne tous les pods qui sont dessus, en fait. Donc, je pourrais vous envoyer aussi le script, mais bon, il est plutôt simple à faire. Mais si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer aussi. Donc, voilà, c'est tout. C'était pour la 5e commande et la commande numéro 10, que c'est la deuxième partie d'une première vidéo que j'ai fait dans laquelle je vous expliquais les premières commandes. Donc, si vous avez loupé cette vidéo-là, je vous conseille d'aller la regarder. Et ensuite, vous pouvez revenir aussi sur cette vidéo-là. Donc, on va s'arrêter là. Donc, c'est tout pour cette seconde partie sur les commandes très utiles que je vous recommande de connaître lorsque vous voulez être autonome, efficace, rapide, pouvoir débugger d'un clin d'œil vos problèmes sur les clusters Kubernetes sans être un esclave de l'IA à lui demander « Ah, je veux que tu me fasses ça ». Parce que des fois, quand on a des problèmes, on a besoin que ça aille vite, on a besoin de pouvoir débugger les problèmes rapidement et tout ça. Donc, je vous livre quelques commandes en fait que moi j'utilise au quotidien qui me permettent réellement d'être efficace. Voilà. Donc, si vous trouvez le contenu pertinent, s'il vous plaît, partagez, mettez un j'aime, partagez un maximum de personnes. Voilà, si vous trouvez qu'il y a des améliorations à faire, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit en commentaire ou que ce soit en inbox, comme pas mal le font, pour me donner des retours constructifs et moi je pourrais voir si je pourrais les améliorer, etc.
Donc n'hésitez pas à partager, et voilà. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Petite dédicace à Olivier Villechange. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. T'as fait de gros progrès. Allez. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé, qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'était un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.